bienvenue dans Démol et Débat. Comme chaque dimanche, on va revenir sur votre samedi rugby. Un samedi rugby exceptionnel entre le top 14, les matchs internationaux. Et avec moi pour débriefer ce samedi aujourd'hui, on retrouve les Bordelais, parmi eux Jérôme Prévost. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Et on retrouve également Yanis Guillou. Salut Yanis. Bonjour Baptiste, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et on va commencer par parler du top 14. L'enseignement du week-end, c'est que Pau et Brive s'éloignent de la zone rouge. Tu es d'accord, Yanis? Hier, les deux équipes qui jouent le maintien ont vraiment fait un pas de plus vers le maintien, justement. Ouais, on dit que Pau et Brive jouent le maintien. Seulement cette saison à domicile, ils assurent plutôt. J'ai le souvenir d'une défaite de Pau contre l'UBB au Hameau, mais sinon c'est plutôt propre à domicile. Alors Brive l'emporte face à un Racing peut-être un peu décevant, mais Brive en tout cas montré de belles valeurs dans le combat et a globalement maîtrisé son match sous la houlette malgré les absences en fait des internationaux, notamment géorgiens. Il y a Tecciarelli, le pilier italien, voilà. Et à côté, donc Pau qui triomphe de Biarritz au Hameau dans un match assez ouvert avec beaucoup d'essais. Mais au final, sous l'impulsion d'un très bon Jordan Joseph et d'un bon Antoine Astaï aussi. Les Palois. Je te coupe, Inès, on va commencer par parler du CAB. Jérôme, quelle analyse tu fais de cette rencontre, cette victoire 12-10 du CA Brive sur le Racing? C'était pas fait, comme le disait Yanis, avec les absents, et ils ont dominé le Racing. Match magnifique d'engagement. Un match qui a fait plaisir à voir pour les 9000 supporters brivistes qui étaient là. C'était un match charnière. J'ai beaucoup aimé le pilier droit géorgien, Bekoshvili, excellent. Paul Abadi aussi a été très bon. Les brivistes ont fait vraiment honneur à leur réputation, même s'ils n'ont pas marqué d'essai. C'est Enzo Hervé qui a marqué tous les points au pied. Mais Didier Casadei, ancien entraîneur de Brive, qui est passé au Racing, a reconnu que les brivistes avaient dominé, notamment dans les chocs, dans le jeu de collision. C'est une victoire du cœur et de la vaillance. Très bien. En revanche, au Hameau, Yanis, les Palois se sont fait peur un peu plus que les brivistes, même si le score est au final moins serré. Ils ont été derrière dans cette rencontre et c'était pas gagné face aux Biarros. Ouais, puisque les Biarros étaient plutôt entreprenants. Il y a eu des belles actions. Je parle de cet essai de quasiment 100 mètres après plusieurs passes après contact, des temps de jeu, un superbe mouvement initié depuis quasiment l'embut des Basques. Mais Pau a su réagir, a globalement dominé le match, surtout en seconde période où ils ont été pas mal de fois devant l'embut Biarros. Il y a ces deux ballons portés qui s'écroulent dans l'embut, mais finalement l'arbitre n'accorde pas l'essai et ordonne un renvoi d'embut, justement. Mais au final, ils ont réussi à trouver la faille grâce à Jordan Joseph, on l'a dit, son essai en puissance. Lui qui est revanchard après avoir été prêté par le Racing à la section. Et un Anton Astoy qui a tout simplement réalisé un full house. Oui, il a marqué les points de toutes les façons possibles au cours de ces 80 minutes. Antoine Astoy, que je tiens pour un homme qui est juste derrière les deux ouvreurs de l'équipe de France, Romain Tamac et Mathieu Jalibert. Antoine Astoy est un petit prodige par sa vivacité et ses inspirations. C'est incontestable. Oui, puis c'est intéressant, là, il veut donner le maximum pour la section avant de partir, on le sait, à La Rochelle l'année prochaine. Donc c'est un peu une sorte de tournée d'adieu, peut-être, de sa Il y a part. encore un peu de temps. Ouais. Oui, voilà. c'est vrai. C'est vrai, Astoy, on peut le déplorer. J'aurais aimé qu'il reste sous le maillot du club qu'il a formé. Mais ce n'est que mon avis personnel. Antoine Astoy dans le numéro 3 dans la rotation des 10 Français dans ce magnifique vivier. Et voilà, derrière Romain Tamac et Mathieu Jalibert, ce n'est pas rien. La section et le CAB se retrouvent donc 8e et 9e avec 7 points d'avance sur la zone rouge. Voilà, un petit matelas déjà qui met en place et qui est déjà confortable en ce début de saison par rapport au maintien. On passe à la deuxième thématique et on va revenir sur le moment fort de ce week-end. Le 15 de France a battu l'Argentine 29-20, un pronostic qu'avait trouvé Yanis Guillot au score près. Bravo Yanis. On va donc avoir la question qui fâche sur ce match France-Argentine. La question la voici. Comment jugez-vous les choix de Fabien Galtier? Voilà, le premier choix, évidemment, c'était cette association
Mathieu Jalibert en 10 et Ntamak en 12, que tout le monde attendait, donc que tout le monde a analysé. Jérôme, quelle analyse tu fais de cette association entre les 10 Français? Alors, certains ont dit qu'elle avait fait pchit. Bon, Oui. c'est peut-être un peu sévère, mais en fait, je préfère parler de l'option qui l'a remplacée, c'est-à-dire la rentrée de Jonathan Danty, qui est un homme très très puissant, qui fait mal aux défenses adverses au cœur du jeu, c'est-à-dire au milieu de terrain. Peut-être que c'est avec lui qu'il faut jouer dorénavant. Peut-être que c'est cette option qui apporte le plus à l'équipe de France. Ouais, donc une déception quand même pour toi, cette association, puisque tu as envie de parler de Jonathan Danty. Qu'est-ce que tu penses de cette association, toi, Yanis? Ouais, alors Jérôme l'a dit, Jonathan Danty a amené de la puissance et c'est ce qui manquait en fait à cette équipe de France face à des Argentins plutôt très virils, on va dire. Et donc cette association, en fait, elle a été constamment agressée par la défense des Argentins qui montaient très vite et qui étaient très agressifs sur les porteurs de balles, distribuaient beaucoup de bouchons. Et au final, ils n'ont pas su se trouver, Mathieu Jalibert et Romain Ntamak, ce qui a obligé Galtier à réajuster son jeu pour mettre plus de puissance avec Jonathan Danty dès la 54e minute. Au final, le constat est là. Ils ont fait seulement 2 passes. Ils se sont échangés seulement 2 passes, dont une, c'est Jalibert envoie un peu Romain Ntamak au casse-pipe. Donc, c'était une première compliquée. Peut-être que ce n'était pas le meilleur adversaire pour débuter pour cette association, tout simplement. Les Argentins avaient ciblé, je pense, tout simplement ces 2 hommes comme étant des hommes forts aussi de l'équipe de France et a juste les a empêchés de développer du jeu. Et globalement, la ligne arrière française a eu du mal, étant donné que devant, le pack a plutôt reculé au début de match. Mais les changements ont fait du bien. Autre choix de Fabien Galtier, c'était la titularisation de Thibaut Flamand, un peu surprise. Et au final, le deuxième ligne toulousain est auteur d'une grande performance, Jérôme. Oui, oui, bien sûr, on l'a vu avec son essai. Fabien Galtier lui a rendu hommage, a dit qu'il avait une vitesse et une capacité d'accélération hors norme et qu'il avait bien pris l'intervalle aussi pour aller marquer cet essai. Oui, c'est un joueur. En fait, le poste de deuxième ligne, il n'est pas toujours facile à analyser, notamment dans le rugby moderne, parce qu'on a l'image de joueurs massifs, costauds, forcément rugueux ou rudes. On oublie que maintenant, ce poste demande du déplacement et même de la vitesse. Et Thibaut Flamand coche toutes les cases. C'est un vrai deuxième ligne moderne. Alors, il est grand, on le voit de loin, mais il ne donne pas cette impression de rudesse et de férocité. Mais c'est parfois trompeur. Il faut avoir ça en tête. Ton analyse, Yannis, sur sa performance? Ouais, il s'est fait accueillir par les Argentins directement en se faisant refouler sur un point de fixation. Mais globalement, son match a été très bon. Il a apporté ce que le staff voulait qu'il apporte, c'est-à-dire son profil de joueur qui court sur le terrain, qui couvre pas mal de zones. Il finit meilleur plaqueur du match quand même avec côté français, avec 11 plaquages. Et sa course sur son essai en dit long sur ses qualités, notamment balle en main, de vitesse et de lecture du jeu surtout, parce qu'il arrive à bien prendre l'intervalle. Et ensuite, la vitesse fait le reste pour résister au retour des défenseurs argentins. Et en touche, il a été plutôt bon. Il a été assez complet. Son petit défaut, c'est qu'il a manqué de puissance face aux Argentins. Mais sinon, il a apporté ce qu'on lui a demandé, là où on l'attendait, en fait, il a été présent. Ça, bon, voilà pour les choix de Fabien Galtier, du bon et du mauvais. Voilà, mais cette association, il fallait l'essayer, il l'a fait. Est-ce qu'on la reverra? On ne sait pas, un jour peut-être, cette association Jalibert Ntamak. Mais voilà, elle n'a pas porté ses fruits, alors que l'autre choix, Thibaut Flamand, était une excellente option, une excellente première cape pour le deuxième ligne toulousain. On va passer à vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et on va commencer avec ton coup de cœur, Jérôme, direction le rugby international. Et c'est l'Irlande qui étrille le Japon. Oui, l'Irlande, qui jouait en violet pour une fois, a battu le Japon 60 points à 5 en marquant 9 essais. Écoutez, voilà, on entendait beaucoup depuis 2 ans que le Japon était devenu était le futur du rugby mondial, que c'était une grande nation qui allait prendre son envol. Je crois que force est restée aux bonnes vieilles nations. C'est nos voisins, c'est nos amis, c'est nos partenaires habituels. Les Irlandais nous ont fait plaisir, hein. 100e sélection de Sexton. On a vu un triplé de l'ailier Conway.
Je les ai trouvés très bons. J'ai trouvé qu'ils ont fait honneur à leur histoire. Voilà, les vieilles nations ont encore leur mot à dire. Il faut avoir ça présent à l'esprit. Très bien. Et on va passer à ton coup de gueule, Yanis, et on revient en top 14 pour parler du Stade français. Ouais, on va en région parisienne, au stade Jean-Bouin, parce que le stade français a tout gâché. Tout simplement, il y avait beaucoup de raisons d'espérer dans une grosse première partie de match, avec des joueurs de retour en forme. Je pense à N'Gani Mbappé, très critiqué depuis le début de la saison, à juste titre. On attendait forcément plus de ce All Black, qui fait un bon match décisif sur 3 essais parisiens. Il décale bien, il joue parfaitement dans le tempo. On se dit alors qu'on l'a retrouvé tout simplement. Ça y Il y est. a les Leicester-Étiens, qui on le sait étaient dans la liste de Fabien Galtier avant le Covid, pour une préparation avec l'équipe de France, et qui s'était blessé au tendon d'Achille, qui revient et qui met un doublé. Et enfin, l'essai d'Harry Glover, une des recrues estivales du Stade français, l'anglais qui vient du 7. Donc on se dit alors la journée va être parfaite pour le Stade français, mais il y a cette, Jusque-là, c'est un coup de cœur que tu nous décris presque. ouais, oui, Et en mais il y a deux- cette indiscipline qui a coûté, avec notamment le carton jaune contre Gabriag. Et derrière, mentalement, le Stade français s'est écroulé et a encaissé un 13-0. L'essai de Tisserand, plus aussi un drop d'Anthony Boutier. Et au final, c'est une défaite à Jean-Bouin. Une défaite un peu particulière, forcément, puisque c'est une défaite à 2 points. Il y a le bonus offensif et défensif, ce qui décrit aussi le paradoxe de ce match pour le Stade français. Et donc, au final, ça reste une défaite. Donc, c'est un résultat négatif. Oui, je rappelle qu'il y avait quand même un adversaire en face, hein, Montpellier, à qui on peut rendre hommage quand même, avec un Oui, joli voilà, qui petit essai également, là de Tisserand, une jolie petite combinaison. Il ne faut pas l'oublier. Montpellier a également fait une excellente fin de match. Et également, Jérôme, tu as raison. Mais voilà, c'est une nouvelle défaite à domicile pour le Stade français cette saison, qui confirme qu'il reste une des équipes les plus irrégulières de ce championnat. On va terminer, les messieurs, l'émission comme toujours avec le prono. Ce soir, Clermont reçoit Toulon pour la première de Franck Azema. C'est cocasse. Alors, avant de me donner vos pronostics, Yanis, on va commencer par décrire la dynamique clermontoise. Elle est comment pour toi, cette dynamique clermontoise? Ouais, bah, clairement, c'est une équipe depuis le début de la saison qui a un jeu assez alléchant, fait de mouvements, de beaux essais. C'est vraiment une équipe par rapport à la saison dernière, surtout, qui je trouve a trouvé de la cohérence et qui s'est adapté là avec le Jono Gibbs. Bon, le problème, c'est que ça ne suit pas tout le temps au niveau des résultats. Maintenant, avec les absences de certains internationaux ce soir, je pense à Penaud, il reste quand même. Pas tant que ça, oui. Au final, Penaud, Lavanini, mais pas tant international, clairement. Ouais. Ouais, Penaud qui fait aussi Ah oui. qui fait un très bon début de saison. Donc on attend ce que va faire cette équipe, mais je suis plutôt confiant pour Clermont ce soir dans cet Azematico. Très bien. Jérôme, comment tu juges les Clermontois ces derniers temps? Oh, je pense qu'ils vont gagner ce soir 27-16, hein, avec un très grand match de Georges Moala, leur 3/4 centre, hein, joueur paraît-il effrayant lorsqu'on se trouve face à lui, avec bien sûr Villy à ses côtés. La paire de centre va, je pense, faire beaucoup de mal à l'adversaire. Je pense aussi que Jean-Pascal Barak va nous faire apercevoir son talent, qui n'est pas mince. Donc moi, je vois une victoire de Clermont. Voilà. Somme toute aisée dans le Puisque tu déroulement. parlais des joueurs, Jérôme, les voici donc la compo clermontoise pour ce soir. Il y aura donc une première ligne Falgou, Fourcade, Ojovan, une seconde ligne Gedrasiak, Vamaina, une troisième ligne Ituria, capitaine, associée à Fritzky et Judicael Cancorier. À la charnière, ce sera Para et la recrue Anrahan. Aux ailes, on retrouve le jeune Tchèque Tiberghien et Marvin O'Connor. Au centre, tu l'as dit, on retrouve Tanivili, libéré par l'équipe de France, et Georges Moala, toujours aussi impressionnant. Et à l'arrière, le repositionnement de Jean-Pascal Barak. On va désormais parler des Toulonnais. Yanis, tu vois pas les Toulonnais capables de faire un coup pour la première d'Azema, qui connaît cette équipe par cœur et ce stade par cœur également? Tu ne les vois pas capables de jouer un mauvais tour au Clermontois? Alors non, et malgré le retour de plusieurs joueurs cadres comme Duncan Payawa par exemple derrière, il y a Aymeric Luc qui est toujours là, il y a toujours Louis Carbonel. Mais ce qui me fait peur pour cette équipe de Toulon, c'est le banc, qui est fait de joueurs assez inexpérimentés et qui, personnellement, je ne vois pas rivaliser avec le banc de Clermont. Donc
la différence se fera peut-être là-dessus. Si l'équipe titulaire pourrait rivaliser avec celle de Clermont, même si je pense que là aussi je donne un avantage à Clermont, le banc, pour moi, ne peut pas aller chercher cette victoire. Jérôme, tu confirmes, moi, les Toulonnais, pour toi, Oui, même en avec gros, Benzema oui. Même pas armé pour il y a des pour joueurs battre que les j'aime bien. Clermontois. Moi, j'aime bien le style de jeu de Horry, j'aime bien le style de jeu de Rebadge. Il y a des joueurs que j'aime bien, mais je crois que ça ne va pas suffire pour troubler Clermont sur sa pelouse. Très bien. Alors, la compo du Rugby Club Toulonnais, la voici donc. Une première ligne, Fresia, Etriard et Brooks. Une seconde ligne avec Rebadge, comme tu l'as dit, capitaine, associé à Quinn Rooks. Une troisième ligne, Ori, Lacafia et Cornel Duprez. À la charnière, Blanc et Carbonel. Aux ailes, Septar et Cordin. Au centre, Erito et Payawa, qui auront donc beaucoup de boulot. Et à l'arrière, Emeric Luc. Le banc, tu en as parlé, Yannis, on retrouve donc Sosenefe Agaï, Deveau, Warian, Coulon, Salle, Belot, Danglo et Setiano. C'est sûr que voilà, c'est pas des noms de tout premier ordre pour les Toulonnais. Alors, qui voit une victoire Jérôme, tu m'as dit un 27-16, oui, 27-16. Très bien, un score très précis. Toi, tu vois quel genre d'écart tu vois, Yannis, sur cette Ouais, un 25-10, 25-11. Ouais, à l'avantage en faveur de Clermont. Une victoire donc plutôt confortable pour le retour de Franck Azema dans son stade Michelin qu'il a connu pendant des années. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir fait cette émission avec moi. Merci, Baptiste. Au revoir, merci. Et merci à vous, les auditeurs, pour votre fidélité derrière vos écrans. Bonne semaine de rugby à tous avec Midi Olympique et rugbyarena.fr. Au revoir. Au revoir. Au revoir.